revoilà encore pour un CQFR. Cette fois, on va pas simplement décrypter l'actualité, on va répondre à vos questions. C'est le ce à quoi il fallait répondre. Je suis rejoint par Shai Mamou qui a scrupuleusement décrypté, décodé, ouvert, relu tous les mails que vous nous avez envoyés cette semaine pour nous poser des questions. Shai, comment est-ce que ça va? Ça va très bien, merci. Encore beaucoup de plaisir à regarder vos mails et vos questions. Parfois, il y a juste des mails avec des petits commentaires sympas, parfois des questions très très détaillées. Moi, j'adore vous lire. Ça me fait mon activité du vendredi matin. Donc merci à vous. Et encore désolé pour tous ceux dont on ne lira pas la question aujourd'hui, mais n'hésitez pas à retenter votre chance à chaque fois. Contact, non, c'est CQFR. Je confonds avec l'adresse pour vous Ouais. plaindre des problèmes. Ça, Non, donne c'est pas pas la celle-là, même. donne pas celle-là. Je donne pas celle-là. Après, c'est Théo qui récupère le pauvre. Non, nous, c'est cqfr.reverse@gmail.com si vous voulez nous envoyer vos questions. Normalement, on continue encore un peu, là, même pendant les vacances. On n'a pas prévu spécialement de ne pas faire de CQFR du samedi. Donc, continuez de nous envoyer vos questions. Ouais, on est ravis d'être Ouais. avec vous en tout cas en ce week-end. Vous savez, aujourd'hui CQFR, demain Hoop Culture avec Pierre Armand. Voilà, on vous donne de quoi vous occuper l'esprit si jamais il n'y a pas encore beaucoup de soleil là où vous êtes cet été. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que tu nous as déniché, Shai. Alors, on va commencer par une question de Romain qui nous dit: à une semaine des Jeux Olympiques, ma question sera toute simple. Pourriez-vous nous donner votre pronostic pour les groupes hommes et les groupes femmes, s'il vous plaît? Je vous redemanderai après pour vos pronos du tableau final, car avec le tirage au sort pour l'écart, compliqué de voir plus loin pour le moment. Alors, vu que je ne sais pas si on pourra répondre à la prochaine fois, je pense qu'on peut évidemment sur les 3 groupes à chaque fois donner notre impression et peut-être donner nos médaillés si on envisage déjà les médaillés, si tu veux, Théo. Ouais, alors attends, faut que je m'ouvre les groupes parce que je Pas t'avoue de que problème, je si les tu ai veux, pas en tête. j'ai déjà les groupes des filles sous les yeux, si tu veux, on peut commencer par les filles. Honneur aux filles pour Vas-y. commencer. Alors, je vais commencer par le groupe qui, pour moi, est le groupe de la mort un peu, c'est le groupe C, le groupe avec les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne et le Japon. Évidemment, les États-Unis vont finir en tête du groupe, hein, ça va pas, c'est pas une surprise. Par contre, derrière, je mets quand même la Belgique, qui est pour moi la deuxième meilleure équipe du monde. Et après, ça va se jouer, vu que la troisième place peut être qualificative, ça va se jouer entre l'Allemagne et le Japon. Le Japon qui est un peu dans un creux, mais qui est quand même médaillé d'argent olympique en titre et qui est toujours une équipe super dure à jouer. Et l'Allemagne qui débarque avec Satou Sabali et sa sœur notamment pour leur première grosse compétition internationale qui va être très très dur à jouer. Donc moi sur le petit prono classement de groupe, États-Unis en 1, Belgique en 2, Allemagne en 3 ce coup-ci et Japon en 4. Je sais pas ce que toi tu vois pour ce groupe-là, Théo. Mais je t'avoue que, alors, pour le coup, je suis pas spécialiste de la question. Effectivement, bah, sur les deux premiers spots, j'aurais dit exactement comme toi, États-Unis, Belgique, je pense que je serais étonné qu'il y ait une surprise. Par contre, Allemagne, Japon, je suis incapable de te dire honnêtement, l'Allemagne, je les ai pas vus jouer. Je vais pas. Japon, je me rappelle, elle m'avait fait forte impression, notamment avec Incroyable, le ouais. sélectionneur qui maintenant s'occupe des garçons. Ouais. Voilà, et la petite meneuse incroyable, Machida, espèce. ouais. Ouais, voilà, espèce de Steve Nash japonaise. Donc ouais, non, je saurais pas trancher hein, pour le troisième spot là, je saurais pas te dire. Je te Pas de fais problème. entièrement confiance. Ouais, après, du coup, on peut faire le groupe de l'équipe de France quand même. Ouais. Alors, c'est pas le groupe de la mort, mais c'est un groupe quand même assez costaud avec donc la France, le Canada et le Nigeria. Pour moi, ça va se jouer entre la France et la première. Canada et selon moi un tout petit cran en dessous, avec la capacité quand même de créer la surprise et de nous embêter. Et le Nigeria quatrième derrière, qui à mon avis est quand même assez nettement derrière. Je vais jouer le pessimiste et je vais dire que l'Australie va finir devant la France parce que j'aime vraiment beaucoup l'équipe que l'Australie a envoyée. Avec l'espoir de me tromper, et tu sais que je me trompe souvent sur les pronostics, donc je vais essayer un peu la méthode voilà. Psychologie inversée. Je vais dire Australie 1, France 2, Canada 3, Nigeria 4. Ouais, bah écoute, je pense que j'aurais dit pareil. J'ai hâte de voir aussi du côté du Canada ce que va donner Alia Edwards. Mmh. J'aurai la chance d'être justement à Lille pour le match France-Canada, donc je serai bien placé pour voir ce que ça donne. Ouais. L'Australie, ouais, le truc c'est que tu sais toujours, il y a toujours un peu les garanties, tu sais ce que ça va donner quoi. L'Australie, ça va bien jouer, ça va jouer hyper dur, ça va être agressif, donc ça va. Je pense effectivement que les deux premiers spots vont se jouer entre la France et l'Australie. Allez, moi j'espère quand même que la France va débloquer des choses et que on pourra aller chercher la première place. Ouais, 8 joueuses WNBA dans l'équipe australienne, si je ne dis pas de bêtises, plus d'anciennes joueuses WNBA comme la légende Lauren Jackson, Ouais, 43 ans, qui va venir incroyable. après une première retraite, après un retour parce qu'elle a trouvé les bons médicaments pour soigner son dos. Elle est revenue après une rupture du tendon d'Achille à 41 ans. Elle est monstrueuse et puis elle va pas venir juste pour applaudir, hein, elle va jouer un petit peu quand même. Ouais, moi je vois quand même l'Australie en premier et j'espère par contre que la France va me faire mentir et va tout de suite trouver
la bonne formule pour être en tête de ce groupe, parce que ça peut être important. Il y a que 3 groupes et derrière ça peut vite être compliqué en quart de finale. Il reste un groupe qui est, alors, j'allais dire un peu plus anecdotique, mais c'est quand même, il faudra quand même se méfier de ces équipes-là. Il y a le groupe A avec la Chine, l'Espagne, la Serbie et Porto Rico. En d'autres temps, l'Espagne et la Serbie auraient été parmi les grandes favorites du tournoi, mais l'Espagne et la Serbie sont toutes les deux soit dans des creux générationnels, soit avec des joueuses importantes blessées. Donc pour moi, ça va se battre pour la deuxième place entre ces deux-là. Et la Chine me semble un cran au-dessus. Physiquement, c'est costaud. Il y a des joueuses de grand talent aussi, un style de jeu bien identifié. Et Porto Rico va venir défendre les couleurs du pays avec enthousiasme, mais à mon avis, risque de prendre quelques volets. Ouais, bah écoute, là, je m'aligne complètement sur toi. C'est pareil, Porto Rico, je t'avoue que je vois très bien leur style de jeu en garçon, toujours explosif. D'ailleurs, ils seront aussi aux Jeux Olympiques, on va en parler Ouais. juste après. En filles, par contre, je t'avoue que je les ai pas vus du tout jouer, donc je te fais entièrement confiance là-dessus aussi. Bon, très bien. On peut passer aux garçons alors, du coup. Ouais. Est-ce que tu as les Alors, par groupes quel si tu groupe veux tu veux commencer? commencer? On va commencer par les bleus. Allez, celui des bleus. C'est quoi? C'est le groupe B, du coup? C'est exactement ça, avec France, Allemagne, Japon et Brésil. Bon, allez. La France, je vois la France finir en tête. Je vois l'Allemagne finir deuxième, évidemment. Et après, je pense que le Japon peut faire une petite surprise. Tu parlais du sélectionneur Tomovas qui était avec les filles et qui a eu Ouais. quelques années pour bosser avec le Japon. Moi, je miserais bien sur le Japon qui finit devant le Brésil et qui, du coup, potentiellement peut atteindre les quarts de finale en tant que parmi les meilleurs troisièmes. Ok, ben dis donc, étonnant. Ouais. Je t'avoue que j'ai pas eu. Putain, j'ai l'impression de dire ça pour tous les groupes. Non, mais le Japon, je les ai pas vus jouer avec effectivement ce Mm. sélectionneur. Le Brésil, c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure de l'Australie. Ça joue super dur. C'est vraiment une équipe qui est jamais facile à Mm. manœuvrer, je trouve, en compétition internationale parce elle impose un défi physique qui surprend parfois les adversaires. Donc, moi, je serais tenté de miser plus sur le Brésil que sur le Japon, mais à voir. Par contre, pour le premier spot, ça va pas être si simple que ça pour la Ah non, France. Hein. c'est clair. France-Allemagne, franchement, il n'y a pas de garantie, je pense. Non, non, c'est sûr. En plus, c'est le dernier match de la poule. Donc, on Ouais. commence par France-Brésil le 27 juillet. Ensuite, on fait Japon-France le 30 et ça termine par un très beau France-Allemagne le 2 août. Ça risque d'être sympa. Ouais, allez, on peut peut-être enchaîner avec le groupe C. Ouais. Serbie, Soudan du Sud, Porto Rico, États-Unis. Bon, pas de surprise. États-Unis en 1, Serbie en 2. Le Soudan est pas mal du tout. Porto Rico, j'ai pas checké totalement leur équipe. Allez, je pense Porto Rico en 3 et le Soudan en 4. Ouais, j'aurais dit comme toi. Porto Rico, honnêtement, alors, si vous avez jamais eu l'occasion de voir jouer cette équipe, en fait, quelle que soit l'équipe, c'est un peu toujours le même style de Mm. jeu. C'est hyper offensif. Ça prend des tirs à 3 points dans tous les sens. Là, on a vu que c'était Alvarado là, qui avait été très Ouais, bon pour arracher la qualification pour le Porto Rico. Pour les plus anciens, vous rappellerez certainement de Carlos Arroyo ou de Ayuso, qui étaient des joueurs, tu les vois en ouais, compétition FIBA, tu dis, mais pourquoi on les voit pas en Euroleague? Pourquoi on les voit pas dans les top championnats, les top championnats internationaux? C'est une équipe qui a la capacité de se sublimer dans certaines situations. On se rappelle qu'il y a 20 ans, Porto Rico avait éclaté les États-Unis, qui étaient emmenés quand même par ouais. Allen Iverson, Tim Duncan. Premier match du tournoi, il leur avait mis 25 points. Là, c'est pas ce niveau d'équipe pour Porto Rico, mais ouais, je pense que Non. je les vois passer comme le cut. Ouais, et là, en plus d'Alvarado, ils ont Tremont Waters aussi, brièvement passé par les Mets. C'était pas l'année dernière, ça devait être celle d'avant, je crois, et qui a quelques matchs en NBA aussi avec Boston, Toronto, Washington. Enfin, voilà. Attention quand même, ils ont du score et des mecs qui sont capables de poser des problèmes. Mais oui, je pense pas que ça pose trop d'inquiétude, notamment aux Serbes pour la deuxième place du groupe. Et puis il reste le dernier groupe, le groupe de la mort. Je vous rappelle quand même Ah, Australie, celui-là, Grèce, Canada, Espagne. Ouh. totalement fou. Ouais. Totalement fou. Et alors, bien malin qui peut dire ce qui va se passer dans ce groupe, hein. Je pense que il peut absolument tout se passer. Moi, comme ça, je vais peut-être, j'allais dire à l'affect, peut-être pas non plus à l'affect, mais au niveau sensibilité sur les équipes par rapport à ce que j'aime bien, je, je pense que le Canada va finir en tête. Je vois Canada et Australie un cran devant. Les Espagnols que je risque de sous-coter dangereusement sont capables de surprendre, mais je les mettrai troisième et la Grèce quatrième, même avec la présence de Yanis. Je les sens peut-être un cran en dessous.
Ouais, bah, j'aurais dit exactement comme toi pour le coup, effectivement. Alors, on sait que. T'as raison, parce que en fait, ce groupe-là, ça risque de jouer même peut-être au point avérage, où je sais pas Ouais, comment ça va se terminer, ça va être très compliqué. Donc, quand t'as un atout comme Yanis, bah, c'est toujours un atout majeur. Par contre, c'est un petit peu plus simple aussi pour les défenses de cibler très fortement les points forts. On a vu encore sur les dernières compétitions que l'Espagne, tu pouvais jamais les sous-estimer, quoi. non. Quel que soit le roster, tu dis, ouais, ils ont un trou de génération. Au bout du compte, ça fait quand même champion d'Europe. Donc ouais. Je m'aligne sur toi, même pronostic pour toi pour ce groupe qui va être passionnant du début à la fin. Ouais, c'est clair. Et si on se projette un peu, même si peut-être qu'on nous reposera la question, mais au niveau des médailles garçons et filles, si tu dois donner un podium à l'heure actuelle, Allez, je vais prendre un gros risque. Allez, gros steak pour les filles. Je vais miser sur Team USA, je pense, pour être championne olympique. ouais. Et dis-moi, c'est quoi la. Je suis pas parieur du tout, mais je Je serais pense que tu curieux peux de pas parier. Je connaître pense la que tu ne peux cote. pas parier. Je pense que tu ne peux pas Ouais. parier et c'est même un. Il y a personne qui veut parier contre toi. Ah non, non, mais voilà, et c'est surtout que je pense vraiment que les opérateurs de paris ne vont pas proposer le pari, quelqu'un d'autre gagne, en tout cas les traditionnels, quoi. Ça paraît Ok. tellement fou que. Donc oui, oui, évidemment, Team USA. Et après, du coup, tu vois qui 2 et 3? Euh, Bah écoute, au palmarès, je serais tenté sur le podium quand même, je serais tenté de voir ouais, Belgique sur le podium. Après, on sait, hein, les champions, enfin, ce Ça type va de dépendre du tournoi, tirage. il suffit de te rater un carton et ça explose tes chances de médaille. Allez, je vais mettre la France en troisième. Allez, très bien. Est-ce que je fais le défaitiste jusqu'au bout? Non. Ah non, je vais quand même. Moi aussi, je vois la Belgique deuxième et je vais souhaiter la présence des Bleus sur la troisième place plus que l'annoncer parce que j'ai quelques inquiétudes. Mais ouais, quand je vois l'Australie notamment, mais allez, oui, les Bleus troisième aussi pour la médaille de bronze. Voilà. Voilà pour les pronostics. Du coup, c'est vrai qu'on a fait un peu, on a fait un peu long Chez les dessus, garçons, mais t- ah oui, chez les pronostic chez les garçons, garçons. pardon. J'étais déjà passé. Ça y est. Grosse surprise aussi, je pense, hein, pour les garçons. Tu vas mettre quelqu'un d'autre que les États-Unis? T'as envie, hein? T'as envie un petit Je peu. te laisse répondre. Je pondère ma réponse. Vas-y, je te laisse répondre en premier. Antoine nous dirait que c'est possible, hein. Mais non, moi je vais dire Team USA champion olympique. Euh, Derrière, je vais mettre le Canada et allez, l'équipe de France troisième encore une médaille de bronze. Je pense que ce serait pas mal, même si là aussi j'ai des inquiétudes peut-être et que je vois d'autres équipes potentiellement nous embêter. Mais allez, pareil, ouais, Team USA 1, Canada 2, France 3. Allez, ouais, je vais quand même être sur le choix de la raison, même si je pense pas que cette équipe soit forcément imbattable. Team USA, ouais, je vais mettre quand même, c'est malgré tout, bien entendu, les grands favoris. Euh, hmm. D'ailleurs, sur le talent, je pense que le Canada est au-dessus, mais allez, je vais miser sur une bis repetita, même finale olympique que la dernière fois, France-États-Unis. Je t'avoue que je suis pas hyper confiant. Mais Ouais. voilà, sur ce type de tournoi, effectivement, on sait que si tu te plantes sur un carton, ça peut te coûter, ça peut te coûter ton tournoi, mais que tu peux compter aussi si tu as un joueur qui prend feu. Et je pense quand même qu'on a un joueur hors norme en Victor Wembanyama. Quand on en reparlait l'an dernier, je disais faudra attendre, faut pas aller trop vite en FIBA, faut voir ce qu'il peut apporter. Là, sur la préparation, on a vu un petit peu les deux, je trouve. On a vu les moments où il était injouable et où il Mhm. changeait complètement le profil de cette équipe de France. On a vu aussi sur le match contre la Serbie que bah, c'est pas, c'est encore, ce qui est logique en fait. Tu peux pas attendre de lui qu'il transforme ton équipe à chaque match. Mais voilà, allez, je vais miser sur une performance hors norme à un moment qui nous permet de passer le cut. Je vais partir là-dessus avec Canada troisième, mais honnêtement, le tournoi est tellement relevé, C'est c'est clair. vraiment un tournoi complètement dingue. En garçon, là, cette année, là, c'est chaud. Ouais, c'est clair. Bah, écoute, on va voir, ça commence bientôt. On verra si l'un de nous aura les bons pronostics. Spoiler, j'aurai pas les bons, mais on espère quand même des médailles pour les équipes de France. Moi non plus, c'est clair. Allez, on passe à autre chose. On a une question d'Oscar, une petite question qui nous dit Salut tout le monde, merci pour ces podcasts qui m'accompagnent tous les jours. Voici ma question. Pensez-vous que dans les 3 dernières et les 3 prochaines drafts, il y a ou il y aura un prospect qui pourrait atteindre le niveau de GOAT? Bon, alors, oui, j'allais répondre dans la foulée, mais j'ai juste précisé. Enfin, pour moi, le GOAT, c'est pas qu'une question de niveau, parce que ça veut pas dire que c'est le joueur le plus talentueux de basket qui peut prétendre au titre de GOAT, hein. Donc, je pense que c'est plus sur ouais, qui pourrait éventuellement entrer dans la discussion comme un Jordan ou un LeBron un jour. Voilà, je pense que c'est ça qu'il veut nous dire.
Dans les 3 prochaines drafts, hein, c'est ça, hein, la Et, question? et les 3 dernières, est-ce que dans les 3 dernières, Ah, les il y 3 a eu un dernières. joueur qui, donc je suppose qu'il inclut évidemment Victor, mais est-ce que dans les 3 dernières et dans les 3 prochaines, donc sur cette fenêtre-là, est-ce qu'on pense qu'il y a ou qu'il y aura un prospect qui peut atteindre le niveau de GOAT? C'est une question extrêmement dure parce qu'en fait, c'est là finalement où LeBron c'est fou en fait. C'est que c'est quasiment la seule fois où quasiment où un mec sort et tu te dis il va avoir le potentiel, ça va être ça son objectif Mm. à sa sortie du lycée en fait. Je veux dire, Ouais, ce qui est dingue, c'est il a été capable de se hisser au niveau de la hype, en gros, et même de la surpasser, je pense, clairement. Parce que la plupart du temps, quand Jordan sortait de UNC, personne disait il va être. non, c'est Est-ce clair. qu'il aura le potentiel pour être un GOAT? Donc, c'est extrêmement dur à dire. Sur le talent, en fait, et il y a le côté, c'est pas simplement le côté français, c'est le côté on n'a jamais vu ça, en fait. Donc forcément, tu penses à Victor parce qu'il est déjà tellement en avance sur les temps de passage que tu te dis que sur le talent, sur le côté hors norme, sur sa précocité, il y a sans doute le potentiel, mais après, regarde même LeBron, il aura fallu qu'il joue 20 ans, en fait, pour que Mm. tu te dises, oui, bah, il est complètement dans la discussion. Après, c'est pas à moi de trancher, est-ce que c'est le GOAT, est-ce que c'est pas le GOAT. C'est une discussion d'ailleurs je pense, qui est trop souvent réduite simplement à Jordan et Ouais, à LeBron. Il faut reprendre un petit peu tous bien les sûr. gens qui méritent d'être dans la discussion. Donc je pense que, voilà, je pense que Victor, par son côté hors norme, oui, et c'est à lui que je pense, tu vois. Parce que quand je vois, comment dire, Cooper Flag, qui a l'air d'être effectivement un prospect hyper impressionnant, tu te dis, bon, bah, ok, mais des joueurs avec ce profil, j'en ai déjà vu, en fait. J'en ai déjà vu. Il sera peut-être hors norme, il sera peut-être extraordinaire, peut-être qu'il fera une carrière folle, mais je pense pas que sur le potentiel, aujourd'hui, on puisse se dire, il va changer le jeu, c'est un mec sur qui tu vas pouvoir construire une équipe qui va gagner, qui va être dynastique. Voilà, C'est ce que donc. j'allais te dire, c'est ce que j'allais te dire pour Flag parce que alors, il peut très bien par contre être un joueur autour duquel on construit une dynastie comme Tim Duncan par exemple. Mais Tim Duncan, personne n'a jamais dit que c'était le GOAT, quoi. C'est parce que, enfin, pour plein de raisons différentes. Mais donc déjà, si Cooper Flag arrive à être dans cette situation d'être la pierre angulaire d'une dynastie, ce sera déjà fantastique, comme un Steph Curry par exemple. Mais voilà, c'est pareil, je lui vois pas non plus. Même dans ce qu'on voit sur les prochaines drafts, il y a des lycéens très très talentueux, mais on voit pas, il y a pas non plus de mecs comme Victor qui ressortent ou dès à 15 ans, on disait, oula, lui, si les choses se déroulent bien, il y a quelque chose quand même qui peut être de l'ordre du GOAT. Alors, c'est tellement, t'as raison, c'est tellement inatteignable en termes, il faut avoir de la longévité, il faut avoir un impact sportif, extra-sportif. Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte que c'est presque une malédiction de mettre ça sur quelqu'un. C'est pas. C'est malsain. Mais par contre, Victor, oui, bah, pour répondre à la question, sur les 3 dernières années, Victor est dans. En tout cas, le simple fait qu'on puisse l'inclure théoriquement dans une discussion future là-dessus, comme on l'avait fait un petit peu avec Doncic, même si c'est pas pareil, c'est pas le même joueur, mais c'est déjà une preuve incroyable de leur niveau et de leur talent. Donc, sur les 3 dernières, je vois que Victor, et sur les 3 prochaines, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, je vois personne. Oui, c'est intéressant. Et tu sais, je me demande même si la question de ce débat autour du GOAT, est-ce que d'autres joueurs à l'avenir auront la possibilité de se mêler à la question? Parce qu'en fait, quand on voit finalement l'importance du nombre de titres remportés Mm. dans cette évaluation, dans les discussions qu'on peut rencontrer, la manière dont sont structurés les contrats maintenant, le fait que les joueurs changent beaucoup plus facilement d'une équipe à l'autre et que c'est plus compliqué, on en avait parlé récemment avec les salary cap et le hard cap, enfin le hard cap déguisé de garder tes noyaux de joueurs quand Mm. ils sont très forts. Je sais même pas finalement s'il y a tant de joueurs que ça qui seront capables d'aller chercher autant de bagues qu'ont pu le faire même LeBron en dernier, enfin récemment. Ça va être de plus en plus compliqué. Tu sais, même quand on regardait, parce que je re-regardais The Last Dance récemment et finalement, tu te dis, si Scottie Pippen n'avait pas signé un contrat absurde Mm. qu'en a fait un joueur totalement sous-payé du côté des Bulls, Chicago aurait jamais pu aller chercher les joueurs qu'ils ont rajoutés par la suite, qui leur ont permis effectivement de gagner ces 6 titres. Donc, je pense que ça va être peut-être de plus en plus compliqué en fait de se mettre dans cette discussion, d'autant qu'encore une fois, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine précédente, on nous posait la question de la longévité de LeBron. C'est un cyborg. Je veux dire, je m'attends pas à ce qu'on revoie de sitôt des joueurs capables de pouvoir avoir un prime aussi long vont jouer 20 ans avec un niveau de jeu aussi fort, aussi élevé sur la durée. Ça me semble quasiment improbable. Donc, ça va être intéressant de voir si à l'avenir, ça sera possible encore pour des joueurs de venir se mêler vraiment à cette discussion.
Ouais, c'est marrant que tu utilises le terme cyborg parce que la prochaine question est un peu dans ce sens-là. On va mettre nos méninges à contribution, tu vas voir, et ça implique Ouais. quelque chose de l'ordre du cyborg. Question de François qui nous dit tout d'abord, merci pour tous les contenus que vous partagez. Je suis un fan assidu de vos podcasts et l'alchimie de votre trio me régale. Continuez comme cela. Merci François. Maintenant, ma question, enfin le sujet que je voulais vous adresser. Attention, là, il y a un peu de récit. Nous sommes à l'été 2026. Le grand professeur Théo, accompagné de ses assistants Shai M et Antoine P, vient de concevoir dans le plus grand secret de son laboratoire du Nevada un nouveau prototype d'androïde humanoïde. Ce robot est en mesure de reproduire le style d'un joueur de basket sans que l'on se doute de son humanité. Toutefois, avant que la saison ne commence, il faut lui attribuer l'ensemble des skills. Pour cela, il y a plusieurs slots à remplir pour en faire le joueur ultime. Alors, François, il a classé en. Alors, il y a 4 secteurs, il y a tête, bras, cœur, jambes. Dans les bras, il y a les handles et la mécanique de tir, et dans les jambes, le footwork et la capacité de jump. Et en gros, il nous demande, en nous basant sur les joueurs actuellement en NBA en 2023-2024, sur quel joueur on se positionnerait pour attribuer chacune de ces trucs-là. Alors pour nous aider, il nous a fait un peu, il nous a un peu mis un petit guide. Et du coup, tu vas me dire si tu penses à des joueurs au fur et à mesure. Donc pour la tête, donc ça inclut vision du jeu et QI basket, il a pris Chris Paul. Est-ce qu'il y a un joueur autre que Chris Paul dont tu prendrais la tête entre guillemets pour ton cyborg, pour ton android, vision du jeu, QI basket? C'est c'est forcément un bon choix. Je pense que j'aurais pris Jokic, moi. J'ai mis, alors, vu que j'avais vu la question avant, j'avais un petit peu réfléchi, j'ai mis Jokic aussi pour la vision Ok. du jeu, l'instinct, les qualités cognitives pour trouver des angles de passe et l'intelligence de jeu. Moi aussi, j'aurais mis Jokic, en sachant que Chris Paul a un cerveau exceptionnel aussi, hein, mais en 2023-2024, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de mettre Chris Paul, même si son cerveau, je pense, est toujours intact. Mais tu sais, pardon, Ouais. j'en profite. C'est Antoine qui a fait un papier là-dessus. Chris Paul, des fois, t'as l'impression qu'il est trop intelligent pour lui-même, en fait. C'est-à-dire que des fois, il cherche tellement à exploiter les marges du jeu que ça peut le faire vriller, partir en vrille. Donc, c'est. Oui, il connaît mieux le règlement que les arbitres. Rien que ça, c'est fabuleux. C'est Reddick qui racontait ça. Chaque fois, il trouvait des failles dans le règlement. Enfin, bref, c'est Mm. choix tout à fait acceptable, Chris Paul. Mais je suis comme toi, j'aurais pris le cerveau de Jokic. Au niveau des bras, donc il a divisé en deux. Il y a les handles et le handle et la mécanique de tir. Au niveau du maniement du ballon, il prendrait Kyrie Irving, ce qui serait aussi mon choix. Est-ce que tu as un autre candidat? Pour le dribble, pour le handle. Ouais, le handle, ouais. Ouais, écoute, non, Kyrie, ça me semble bien. Sinon, moi, j'aurais été tenté de prendre pour le handle comme pour le tir. J'aurais pu prendre Stephen Curry pour les deux aussi, hein, Ouais, ouais, c'est ça. Lui, pour la mécanique de tir, il a pris Klay Thompson. Ouais, moi, je prends quand même Curry parce que j'ai J'ai mis l'impression Curry aussi. il y a une capacité encore plus élevée que Klay Thompson à sortir, à shooter vite en sortie de dribble, encore plus vite que Curry ou que Thompson, pardon, et dans des angles encore plus surprenants. Donc, j'aurais quand même pris Curry. Ouais. J'ai choisi Curry aussi. Euh, pour le cœur, du coup, là, il n'y a qu'un seul joueur à trouver, cœur slash cardio santé. Qui est-ce Hmm. qu'il nous a mis? Il nous a mis Josh Hart. Il nous a mis Josh Pas Hart. mal. Moi, j'avais mis Michael Bridges pour l'endurance, parce que sur le fait qu'il est fiable et qu'il manque jamais de match. Mais après, ça ne veut pas forcément dire que c'est le plus robuste au niveau cardio. C'est une bonne question ça. Parce qu'au début sur le cœur j'étais sur l'envie, Ouais. la, Josh Hart c'est un bon choix hein, vu le Mm. nombre de minutes qu'il a encaissé. Ouais je crois que j'ai pas mieux. Hein. J'ai pas mieux que. C'est bien Josh Hart, je trouve aussi. Ouais je vais rester sur comme François. C'est François hein, c'est ça. Je vais rester Oui, sur c'est ça, Josh c'est Hart. ça, ouais. Un joueur capable de jouer 52 minutes, puis 49 le lendemain, et en back-to-back. Voilà. Ça me semble être un bon choix. Au niveau du footwork, François, lui, nous proposait Nikola Jokic. Est-ce que tu as un autre candidat en tête? Alors ça dépend du poste, mais sinon Mm. moi j'aurais peut-être pris On va voir Demar s'il a mis. DeRozan. Ah, c'est vrai. Parce qu'en fait, franchement, le footwork de Demar DeRozan dans le mid-range, là, c'est vraiment c'est magnifique. Tu vois, sur la fin de carrière, j'étais hyper Mm. impressionné par le footwork de Kobe qui était vraiment Ouais, hors norme. incroyable. Mm. Et honnêtement, celui de Demar, là, voilà, dans le mid-range, c'est incroyable. Moi, j'ai pris Shai Gilgeous-Alexander qui a aussi, enfin, qui a l'air qui est tellement fluide dans son footwork qu'il trouve il arrive à se défaire de situations juste grâce au footwork qui sont incroyables. Et je trouve il a l'air de glisser sur le terrain un peu, tu vois. Voilà. C'est Donc vrai. moi, j'aurais pris Shai Gilgeous-Alexander. Donc toujours sur les jambes, donc la deuxième catégorie pour les jambes, il nous propose la capacité de jump.
Moi, je prends Anthony Et, Edwards. et voilà, bah, Pardon, j'ai été trop vite, mais. t'as choisi, non, mais t'as choisi comme François Anthony Edwards. Et, moi j'ai choisi un peu un outsider, mais j'ai pris Shadon Sharp, même s'il est jeune encore. Hmm. C'est, ça a aucun sens la manière dont il bondit pour aller dunker. Je trouve ça totalement fou. Mais Anthony Edwards, ouais, ça décolle très haut et ça décolle très fort. Ouais. Ouais, ce que j'aime bien avec Edwards, c'est le fait qu'il arrive à s'en servir tout en restant en contrôle, en fait. Il y a une espèce Mm. de mélange vivacité, explosivité, contrôle que je trouve incroyable. En tout cas, c'est intéressant cette question. C'est cool. Ouais, c'est ça. Voilà, on a Ouais. notre prototype. N'hésitez pas à nous proposer le vôtre, hein, avec les différentes catégories proposées par François. Donc c'est à l'été 2026. Donc faut se préparer, Théo, hein, si on veut créer notre joueur. Ça, ça arrive vite. Ça arrive bientôt. Est-ce que Je la reprends science, des études de maths, hein, c'est ouais, pas c'est ma ça. force. Est-ce que la science et la technologie seront au point à ce moment-là? On verra bien. Prochaine question de Lucas. Tout d'abord, merci pour votre travail et vos contenus. Je vous ai découvert avec vos magazines pendant mon adolescence et je vous écoute aujourd'hui dès que j'en ai l'occasion, que ce soit sur le format papier ou podcast. Vous régalez. Merci Lucas. Ma question concerne mon club favori et je sais que je vais me faire un ami chez vous, les Portland Trail Blazers. Antoine n'est pas là, mais effectivement, il serait avec toi. Je voulais avoir votre avis sur la situation actuelle du club. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup Donovan Clingan et je trouve ça très bien d'être allé chercher un intérieur défensif comme lui. J'espère qu'il évoluera comme un Brook Lopez ou un Marc Gasol. Et ça veut aussi dire qu'on voit déjà l'après Ayton et c'est très bien. Je fantasme évidemment sur une association avec Cooper Flag et j'espère qu'on va tanker correctement cette année pour l'avoir. Ma grosse interrogation concerne Anthony Simons. Doit-on lui donner les clés en l'associant à Scoot Anderson et Shadon Sharp ou n'est-ce pas encore un backcourt small trop juste défensivement pour nous faire passer ce cap qui nous amènerait tout en haut? Un scénario qu'on ne connaît que trop bien. Vous êtes donc Joe Cronin, le general manager. Vous faites quoi? Un trade donc d'Anthony Simons, j'imagine, ou on assume son nouveau statut jusqu'au bout? Merci à vous les gars et bon JO. C'est vraiment une bonne question parce qu'en fait, alors moi j'aime bien Klingan aussi. Je pense que les Blazers ont pris le meilleur joueur qui était disponible au moment où ils ont drafté, en fait, sans trop se poser la question de savoir Oui. s'ils en avaient besoin en plus de Ayton et de Robert Williams. Ça, ils feront le tri plus tard. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose sur les postes arrière. J'ai pas l'impression que... Alors, Simons est fort, hein, mais je pense pas que ça soit une première option. Je suis même pas sûr que ce soit une deuxième option en fait d'une équipe qui peut ou qui veut aller loin. Et le problème, c'est que sur Scoot Anderson, sur qui tout le monde était très chaud avant sa draft, bah, il sort d'une saison où t'as plus de doutes que de certitude. Je sais absolument pas comment et à quel niveau situer Scoot Anderson. Vraiment, j'en ai aucune idée. Quoi. On s'étonnait même de ne pas le voir en Summer League cet été, Shai. C'est toi qui notais ça récemment. En tout cas, Shadon Sharp, j'aime beaucoup le potentiel, mais pareil, j'ai du mal à voir en lui... je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai du mal à voir en Shadon Sharp une star. C'est un joueur explosif, plein de talent, mais je sais pas s'il a vraiment ce niveau-là. Dans tous les cas, je pense que, et c'est pas vrai simplement que pour Portland, mais je sais pas si tu peux espérer gagner en NBA si tes deux meilleurs stars sont des joueurs petits et des comment dire alors pas boulets, le terme est trop fort, mais si tes joueurs peuvent être exploités systématiquement en défense et que ton jeu repose sur ton backcourt, ça me semble trop dur en fait. Tu peux si t'en as un, je sais pas si tu peux si t'en as deux. Ouais, mon problème aussi avec Anthony Simons, c'est qu'il a clairement pas spécialement envie de rester. En tout cas, il n'est pas aligné avec les ambitions à court terme de l'équipe qui sont de tanker, hein, clairement. Enfin, c'est d'essayer d'avoir un shot pour Cooper Flag. Ça, je suis d'accord avec toi, Simons me semble pas avoir le potentiel d'une première option. C'est un excellent attaquant, par contre, hein, attention, c'est une belle brute offensive. Il progresse tous les ans. Au niveau scoring, il a une belle palette. C'est un joueur qui est encore assez jeune. Ça fait longtemps qu'il est là, mais il est arrivé quasiment directement du lycée. Et il est de 99, donc il vient d'avoir 25 ans, donc il est encore jeune. J'ai l'impression que tu peux peut-être en retirer quelque chose d'intéressant en manœuvrant bien pour continuer la reconstruction et attendre le joueur vraiment autour duquel axer ta reconstruction, je pense. C'est un pari après de se dire est-ce qu'on attend un joueur majeur qui peut, façon Wembanyama, ou est-ce qu'on développe un collectif très fort à peu près sur la même timeline et on voit ce que ça donne. Donc ça va être un choix compliqué. Je pense que peut-être que je traderais Simons, que j'aime bien en plus, hein, mais je pense que je le traderais si la contrepartie permet d'avoir plus de visibilité, de qualité pour l'avenir. Mais c'est... Bon, moi, je suis surtout... Enfin, c'est pas de l'inquiétude, mais le fait qu'ils aient confirmé Chauncey Billups me donne pas forcément beaucoup de confiance sur le
le côté développement de l'équipe et des jeunes joueurs. Par contre, peut-être que c'est bien pour avoir des résultats suffisants pour drafter Cooper Flag. Pour moi, Portland n'est pas encore sur les bons rails pour vraiment amorcer la remontée, quoi. On est dans une période, c'est de l'entre-deux. Je suis pas sûr que les joueurs qui sont là sont ceux autour desquels ils reconstruiront après. Peut-être Scoot Henderson, mais je partage aussi tes attentes. On ne sait pas encore de quoi il est capable. Donc, c'est une situation un peu inconfortable pour Portland pour l'instant. Ouais, je pense que le processus va être assez long en fait, quoi qu'il arrive, parce que il y a ce que tu disais, il n'y a pas de certitude, je pense. Ils ont des jeunes joueurs avec du talent, mais pour l'instant, tu sais pas vraiment autour duquel reconstruire. Pour ce que tu dis de Simons, je pense qu'il n'y a pas d'urgence non plus. Voilà, Portland ne vise rien, ils peuvent le garder, attendre de voir s'il passe encore un cap, ou du moins si sa valeur marchande grimpe encore. Mais tu vois, honnêtement, si tu devais trader Simons, moi, je chercherais pas à récupérer un joueur fort en retour. Je Non, chercherais plutôt des assets pour la suite, en fait, exactement, parce ouais, qu'ils sont pareil. sur le long terme, quoi. Ouais, pareil, c'est la même chose. Et j'étais en train de regarder son contrat en même temps qu'on parlait. Il est encore sous contrat jusqu'en 2026. Où il prend entre 24 et 25 millions par saison en moyenne. 2026, ça fait donc 2 ans, ça va arriver vite. Hein. Ça va arriver vite, donc il faut pas trop, je pense qu'il faut pas trop traîner non plus à prendre une décision pour lui. Et moi aussi, je viserais des assets plus qu'un joueur qui te fait gagner maintenant, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que les Blazers sont dans la conférence Ouest et que pas beaucoup de place pour grimper pour grimper dans la hiérarchie, à mon avis, même dans les années qui viennent, ça va pas être simple, quoi. Donc Ouais. voilà, ça va, je pense, tanker gentiment. Mais Après, de quelle manière ça va tanker, c'est autre chose. ouais, c'est clair. Mais par contre, Simons, effectivement, Simons dans une bonne équipe, en fait, où tu Ah t'en ouais, sers comme d'un sniper. Alors, je vais pas dire que c'est pas Klay Thompson bis, mais parce qu'il est vraiment sur des stats qui sont impressionnantes en termes d'efficacité au tir, notamment longue distance. Si c'est voilà une espèce de troisième option qui est là pour écarter le jeu, là, par contre, c'est vraiment un joueur hyper intéressant, quoi. À voir quel type de joueur parmi les équipes qui manquent d'adresse de loin euh, pourrait être intéressé pour ça. Parce que tu vois, on pense à ça. Alors, Orlando a récupéré KCP cet été, là, c'est très très bien, tu vois. Mm. Mais effectivement, je sais même pas si ce joueur-là, qui serait parfait avec Orlando, je pense, tu vois, si Orlando pourrait proposer des choses qui intéresseraient Portland. Parce que si tu fais Ouais. venir Simons, bah, Orlando va être fort. Donc, à quelle échéance tu peux. Enfin, tu sais, si tu veux récupérer des pics à venir, il faut que tu vises déjà sur plus loin. Donc, je sais pas du tout quelle est l'option de. Ouais. Enfin, quelle est la vision de Portland sur tout ça. Ouais, pas simple. Ouais. On enchaîne avec une question d'Arthur qui nous dit merci pour votre travail très complet et très agréable à écouter. Même dans des désaccords, personne ne se coupe, ce qui est vraiment très agréable. Ce devrait être une norme, mais enfin. Avant ma question, je voulais savoir si un dernier épisode de Mobb Deep, la saison 1, était prévu. On le demandera à Benjamin. Je sais pas, je n'ai pas de visibilité là-dessus, mais on lui demandera s'il en fera. Il avait fait une sorte de podcast de clôture un peu à la fin de la saison. Mais Ouais. après, si vous voulez absolument un nouvel épisode, je vais le harceler de messages et il en refera un avant la rentrée, Parfait. hein, mais vous inquiétez pas. Donc je lui demanderai, promis, et on vous tiendra au courant. Donc ça, la question d'Arthur, petite question à propos de Charlotte. Une question plus précise encore sur le laxisme de la NBA sur certains cas de joueurs que vous évoquiez cette semaine. Nous sommes tous dérangés, pour ne pas dire plus, par la présence de Miles Bridges en NBA, mais son jeune coéquipier, le rookie Brandon Miller, ne s'est pas non plus illustré en bien l'an passé par son implication dans une fusillade. Ma question est plutôt simple. N'êtes-vous pas dérangé par le maintien de Miller en NBA, ou du moins l'attention et presque l'omerta sur son cas, sachant que par exemple, Porter de Toronto ne mettra plus un pied sur les parquets pour seulement, entre guillemets, des paris truqués? Plus globalement, la NBA est-elle trop laxiste dans son système judiciaire, entre guillemets, et pensez-vous que cela devrait changer? Alors, c'est une question qui est épineuse parce que il y a quand même le souci de la justice, tout simplement, en fait, et que dans le cas comment dire, de Brandon Miller, bah, ça a été. Enfin, si tu me dis si je me trompe, Chai, mais il a été écarté finalement Ouais. de toute responsabilité. Il n'a pas été condamné en tout cas. Donc, Ça, pour rappeler l'histoire, c'est il aurait fourni, donc indirectement, sans savoir précisément la raison pour laquelle l'arme allait être utilisée, l'arme qui a servi au meurtre d'une jeune femme juste avant, pas très longtemps avant sa draft, hein, quelques mois avant sa draft. Et donc non, il a été alors je crois pas que les charges aient été retenues contre lui, mais en tout cas, il a été impliqué là-dedans. Ce qui est quand même, c'est pas du tout pour l'absoudre, hein. Moi aussi, j'avais des gros doutes sur lui à cause de ce type d'affaire-là, mais c'est un peu différent de Miles Bridges qui, pour le coup, c'était actif, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui s'est rendu coupable de violence conjugale, qui a récidivé d'autres manières. C'est un peu différent. Moi, Miller, là, pour le coup, il a été disculpé.
Ces différentes Bridges, oui, ça me gêne parce que ça me gêne qu'il soit là, mais d'un côté, la NBA, elle peut pas directement se substituer à la justice. S'il n'est pas envoyé en prison, bah, il est éligible à avoir un contrat. Et à la limite, on peut plus mettre la responsabilité sur les franchises. Éventuellement, si quelqu'un continue de lui donner un job, c'est difficile d'aller contre ça. Et la NBA n'a pas vocation à interdire à ses franchises de prendre d'anciens repris de justice. Malheureusement, c'est. Moi aussi, dans un monde idéal et très utopique, je préférais que tous les gens qui sont NBA soient des gars à peu près bien sous tout rapport, mais c'est assez compliqué dans ce cas précis pour Bridges. Ouais, c'est ça, c'est plus une question effectivement de valeur morale et de là où on situe, nous, en tant qu'être humain, le curseur en fait entre voilà ce que tu représentes, Mm. ce que tu es en tant que personne et la responsabilité de tes actes en tant que personne et puis ton degré d'excellence dans ton domaine particulier. C'est une bonne question. En fait, je trouve que la question elle devrait aussi être élargie au reste de la société parce qu'en fait, par exemple, si tu prends dans des si tu prends des grandes compagnies ou des PDG, en fait, tu te poses jamais la question de savoir si tel ou tel PDG de telle entreprise représente toujours son entreprise et il y a eu des problèmes de violence conjugale ou Mm. voilà, des problèmes avec la justice. En fait, c'est une question qui est vraiment très large. On est tout le temps, enfin, j'espère vraiment que ça va. Je suis pas en train de, comme toi, Shai, de chercher des excuses à ces athlètes-là. Ce qui est toujours compliqué, je trouve, malgré tout, avec le rapport qu'on a avec les athlètes, c'est que on leur demande souvent d'être des exemples et d'être exemplaires, en fait. Euh, Ce que je comprends dans une certaine mesure, mais encore une fois, je pense que c'est une question qui devrait être élargie à tout un tas d'autres personnes. Là, je parlais des capitaines d'entreprise, mais bien sûr, on pourrait faire un podcast d'une heure où on parlerait aussi de nos responsables politiques. Voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie en fait par rapport à tout ça. Après, comme toi, moi je suis horrifié quand tu vois ce qui a été reproché à Miles Bridges, bah, c'est quand même terrible. Voilà, le fait que Brandon Miller ait même accès à une arme, même s'il a participé au fait que qu'une jeune femme soit tuée, c'est horrible aussi. Ça, je remets pas du tout en question tout ça, mais j'ai l'impression que c'est une question qui dépasse un petit peu peut-être le cadre de ces athlètes-là en particulier, même de la ligue en elle-même, et c'est une question de société très large. Et finalement, si la NBA se permet ça, c'est parce que, au bout du compte, il n'y a pas suffisamment peut-être de gens qui s'émeuvent de ça, en fait, et qui font savoir, qui Certainement. trouvent ça honteux. Parce qu'on sait que c'est toujours quand même le billet vert qui dicte les choses. Et si plus de gens disaient non, mais nous, c'est impossible qu'on supporte telle franchise parce qu'elle a tel joueur qui en fait partie, ça bougerait peut-être plus facilement. Peut-être, et encore là, tu vois, c'est pour digresser sur le foot. En ce moment, il y a donc Marseille vient de recruter Mason Greenwood, un attaquant anglais qui s'est retrouvé impliqué dans une affaire de violence conjugale avec sa compagne. Il y a eu des campagnes pour tenter de dissuader le club quand la rumeur est arrivée, des trucs. Alors c'est à l'échelle de Marseille, c'est pas à l'échelle d'une ville NBA, mais ça reste quand même des supporters assez puissants. Et tu as une bonne partie de gens qui étaient contre, qui ont fait des pétitions, qui ont impliqué les associations de lutte contre les violences conjugales, mais ça a pas suffi. Au final, bah, l'argument revient, il n'a pas été envoyé en prison, la plainte a été retirée, même s'il y avait des preuves très très visuelles, comme pour Miles Bridges, hein. Et malgré ça, le club a décidé de passer à l'action parce que sportivement, ça représentait un intérêt pour eux. C'est extrêmement compliqué. Après, nous, individuellement, évidemment, moi, si demain je peux dire, demain, si j'ai une équipe, je vais essayer de regarder quand même le profil des gens que j'engage. J'aurais jamais, je vous rassure, je ne serai jamais GM ou directeur d'une équipe, mais comme ça, moralement, oui, si j'apprends que je pourrais très bien renoncer à engager quelqu'un si j'ai la preuve qu'il s'est comporté de cette manière-là, qu'il a fait des trucs aussi graves. Puis il y a quand même des niveaux de gravité. Là, c'est vrai qu'il y avait l'exemple de John Tay Porter dedans qui va peut-être aller en prison pour le coup, parce que les Américains rigolent pas avec tout ce qui est tricherie, trucs comme ça. C'est presque plus grave que dans d'autres civilisations. C'est oui, alors après, c'est la justice, tu as raison d'étendre à la justice plus globalement, parce que est-ce que c'est normal qu'un mec qui cogne sa femme plusieurs fois et qui est mis. C'était devant ses enfants, en plus, Miles Bridges, hein, devant son fils, je crois, donc c'est circonstance aggravante. Est-ce que c'est normal que lui n'aille pas en prison et que Porter, lui, aille en prison parce qu'il a grugé sur des paris sportifs? Ça, on peut en débattre des heures, c'est très compliqué, mais juste individuellement, évidemment que. Moi, je vais pas, si j'étais fan des Hornets, j'irais pas bondir à chaque dunk de Miles Bridges et je suis fan de Marseille et je vais pas me réjouir à chaque but de Mason Greenwood. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, j'ai pas d'impact collectivement sur le système. C'est juste que c'est regrettable, quoi.
Allez, on enchaîne avec un sujet un peu plus léger. Question de Nicolas Bird. Alors, il a rajouté Bird à la fin, donc je vais pas juste dire Nicolas, mais Nicolas Bird. Je ne sais pas si tu t'appelles vraiment Bird aussi, c'est bon. Par admiration pour Larry Legend, mais voilà, question Ou de pour Nicolas Sou. Bird. Ouais. Il nous dit tout d'abord merci pour les contenus de qualité que vous proposez. Je vous ai découvert il y a quelques mois et vous écoute tous les jours, en plus de rattraper mon retard sur les MOOC. Voici ma question, mais d'abord une petite mise en situation. Ce sont les vacances, vous partez tranquillement vous détendre dans votre destination préférée et rencontrerez quelques passionnés de basket. Autour d'un verre, tout le monde se motive pour aller faire un petit match sur le playground d'à côté, mais il y a une condition, vous devez porter un maillot NBA pour jouer devant ces presque inconnus. Ah oui, alors quel serait votre meilleur maillot et votre pire maillot? En gros, alors je sais pas si c'est ceux qu'on possède ou si c'est juste si on peut choisir n'importe lequel parmi les plus beaux maillots et parmi les pires maillots. Ah, c'est une bonne question. C'est marrant, ça rejoint une des. Ça rejoint un des thèmes du Hoop Job Culture. Vous culture. verrez demain pour ceux qui suivent le Hoop Culture. Pouf. Putain, Moi, je c'est peux te dur, dire, hein. si tu veux, si tu veux réfléchir un Vas-y, peu. vas-y. Moi, c'est simple. Alors, c'est des maillots que j'ai eus comme ça, du coup, ça peut peut-être rentrer dans la question comme tu l'entendais, Nicolas. Moi, je vais prendre alors, allez, j'hésite entre deux pour le maillot, pour le beau maillot. Le maillot du Magic Pinstripe Blue 95, enfin 94, 95. C'est celui que je préfère. Je préférerais toujours, je pense. J'adore ce que ça évoque. Et l'autre que j'avais aussi, c'était le maillot des Suns 99-2000, floqué Jason Kidd en noir, avec espèce de traînée en Classe. dégradé violet-orange là et le ballon en étoile au bout. J'adorais ce maillot-là. Donc après, j'ai pas la prétention d'avoir beaucoup de goût en matière de maillot. On en a déjà discuté. J'ai pas un œil très aiguisé, mais c'est en tout cas sentimentalement ces deux maillots-là, c'est ceux que je préfère. Et pour le pire, je l'ai pas possédé évidemment, mais le maillot militaire des Spurs, je m'en suis jamais remis, moi. C'est trop vilain. Pas mal. Moi, je vais prendre. Alors, vas-y. Pour le maillot avec lequel je jouais, je vais prendre un maillot que j'ai. C'est le premier maillot que j'ai acheté. C'est le maillot de Chris Webber à Michigan. Ah Donc, ouais. il n'est pas floqué avec Weber dans le dos, mais voilà, il était encore à la fac quand je l'ai pris. Donc, je prendrai ça. Parce que je l'ai T'avais le toujours. Il est short en bon aussi ou pas? état. T'avais le short aussi ou pas? Non, juste le jersey, la version bleue D'accord. avec le Michigan en jaune et le T'avais pas le numéro short 4. ultra tombant et iconique. Non, j'avais pas les moyens, il fallait que je choisisse. J'ai pris juste le maillot à l'époque. Et le pire maillot, je vais rester là-dessus. Je vous donne c'est un petit spoiler pour demain. C'est n'importe quel maillot de James Harden. C'est jamais de la vie. Je préfère jouer torse nu. Ah, on n'est même pas sur le design et la beauté des maillots là. C'est juste le Non, non, propriétaire du c'est maillot, ciblé, impossible. exactement. Très bien. Beaucoup de hate, on aime ça. Bravo. Il y avait une autre question un peu, du coup, on va rester sur les questions perso. Question de Christopher qui nous dit: Je crois que vous avez chacun joué à un plutôt bon niveau au basket. Oula, tu n'es pas très bien informé. Tu n'es pas très bien informé, Christopher. Quel est le moment, l'action ou le match durant lequel vous vous êtes senti le plus fort sur un terrain? Je vais commencer rapidement, ça va aller vite. Vas-y. Au basket, jamais, voilà, tout simplement, parce que ayant commencé très tard et alors j'ai progressé, donc ça c'est bien. Je me suis déjà senti conscient de ma progression, ça c'était déjà cool. Après, sur un moment précis, je me souviens d'un jour quand même. Allez, c'est genre le moment, tu sais, on a tous un jour de grâce comme ça où il y a tout qui fonctionne. Quand j'étais à New York, j'allais jouer de temps en temps sur un terrain à Harlem. Et mon seul intérêt pour des mecs qui jouaient là-bas et qui avaient un niveau stratosphérique à côté du mien, mais qui me laissaient jouer, c'était très sympathique, c'était que je cours, je défends, je fais des passes, donc ça peut servir, quoi. Et donc là-bas, j'ai pris des bouillons dans tous les sens en essayant de défendre, j'ai fini le cul par terre très très souvent. Et il y a un jour où je sais pas tout, il y a tout qui cliquait, j'ai rentré des tirs, j'interceptais des ballons. Et en fait, les gens avec lesquels je jouais se sont dit: ah, il est pas trop nul, lui, tu vois le truc. Alors que d'habitude, ils se disaient: ouais, il est bien brave, c'est cool, il court, il fait des passes, il nous emmerde pas, quoi. Il est bien sympathique, tu vois. Et un jour, comme ça, où je sais pas, j'ai dû mettre 4-5 tirs pas si simples que ça. Je réussissais mes passes, enfin, je sais pas. Il y a un jour où j'ai l'impression qu'on m'a prêté des pouvoirs et où je me suis senti correct sur un terrain de basket, mais ça s'arrête là, voilà. Putain, c'est belle. Non, c'est cool quand même l'anecdote parce que quand même en plus à New York c'est quand même flatteur quoi. Vu parce que tu Ouais. rates deux trucs de suite, tu vois plus la balle, hein. C'est ça. C'était une fois sur les 50 fois où je suis allé jouer, hein. Je te rassure, D'accord. le reste du temps, c'était pas fou, hein. Alors déjà, ouais, ouais, non, sur la notion de bon niveau, on a joué à des niveaux modestes, hein, quand même, tous autant qu'on est. Euh, c'est une bonne question. Moi, en fait, j'ai pas de souvenir de match où c'est pendant le match, en fait, où vraiment je me Mm. suis senti bon. C'est plus parfois après coup, en fait. Parce que pendant le match, je suis vraiment
Moi, je suis incapable de dire combien j'ai marqué de points à tel moment du match, en fait. Je suis vraiment La Nikola Jokic de concentré. la rédac. Non, mais ça, j'en sais un. Par contre, c'est plus ce syndrome là. C'est là que tu vois que t'es un taré. C'est que moi, systématiquement, notamment après les défaites, je te le dis, Shai, mais moi, à partir de 2 h du matin, c'est cinéma dans ma tête. Je Ouais. m'éveille avec les yeux grands ouverts comme ça, et c'est comme si devant moi, j'avais le film du match, action par action. Et là, je peux te dire tous les trucs que j'ai foirés. Là, je peux te sortir mes stats à la moindre perdue près. Mais non, sur le moment, non. Après, voilà, t'as des bons souvenirs, mais ils sont plus liés à des. C'est pas tant lié à des souvenirs de performances individuelles, c'est plus des victoires, tu vois, d'être allé Ouais. chercher des victoires au forceps notamment. J'ai un super souvenir d'un match avec Rémi Reverchon de Bean, avec qui j'ai eu la chance de jouer voilà, dans le dernier club dans lequel j'ai joué. On est allé chercher une victoire vraiment un peu au forceps en jouant plus dur que l'adversaire. Ça, c'était contre Suresnes, si je me trompe pas. C'était un beau souvenir, tu vois. C'est ce type de victoire, quoi. Et alors, genre, à quel âge tu considères que tu as été le meilleur au basket, en fait? À quelle période? Ça, bah, c'est ce que je me demande, tu vois. Moi, c'est à la fin. Parce D'accord. que moi j'ai commencé tard et donc je pense que j'étais meilleur à 35 ans qu'à 25. Et quand t'es coach, tu fais aussi là, depuis que tu coaches, tu vois aussi à 2 heures du mat, tu revois aussi tous les trucs des défaites et machin? Moins en fait. Je le Moi. revois, oui. Je me réveille, hein, ça change pas. À 2 h du matin, je me réveille et je revois le déroulé du match. Mais t'as pas le même, t'as pas le même rapport aux choses en fait. Ouais. Tu revois ce que t'aurais pu mieux faire, mais bah, je vais pas dire qu'il y a pas de détachement en fait, parce que la défaite elle est toujours aussi douloureuse, mais quand tu penses que toi, tu as fait ce que tu pouvais et que simplement l'adversaire était trop bon ou que bah, tu as donné l'opportunité d'avoir des tirs ouverts mais que les joueurs ou les joueuses les ont pas mis, tu peux pas te pourrir pour ça. Alors qu'en tant que joueur, franchement, je peux te parler de panier que j'ai raté il y a 20 ans. Quand ça me revient en tête, c'était la boule que j'ai au cœur. Ouais. C'est comme si le match il s'était joué la veille. Quoi. Ah Donc, ouais. ouais, j'ai syndrome un peu post-traumatique, un peu dur là-dessus. Sur la défaite, c'est dur à. C'est dur à... Et tu sais, j'ai l'impression qu'il y a deux. Je me suis toujours dit ça, qu'il y avait deux types de gens. Tu sais, il y a ceux qui veulent absolument gagner. Tu vois, je pense que dans l'extrême, un Kobe, un Jordan, ils voulaient Mhm. gagner absolument. Tu vois. Moi, je suis content de gagner, mais c'est surtout que je déteste perdre. Quoi. C'est pas tout Ouais. à fait le même moteur. Et ce qui est un peu triste, c'est qu'au bout du compte, je pense que mes défaites ou mes moments de faillite individuelle m'auront toujours plus marqué que les moments de réussite. C'est beau. C'est belle Ou philosophie pas, là. ou pas, Intime. c'est, c'est pas le plus simple à vivre. Hein. Je le recommande à personne. On reposera la question à Antoine quand il sera là pour un prochain. Je la garde de côté parce que je pense qu'il a des bonnes anecdotes sur le moment où il s'est senti le plus fort, à mon avis. On aura quelques pépites de la part d'Antoine. Euh, Question d'Asdine. Pour parler des JO et de l'équipe de France, ce qui me frappe le plus, c'est qu'il n'y a vraiment pas de créateur sur les lignes extérieures. Et encore plus problématique, il n'y a pas de gars capable de se créer son propre tir sur les lignes arrière. Pour faire la comparaison avec le foot, ça fait vraiment penser à l'équipe de France sous Deschamps. On a eu une session cette semaine justement avec la comparaison Deschamps-Collet. Beaucoup de défenseurs, mais quasiment aucune création. Vu que je n'ai pas regardé un match de foot de l'équipe de France de Deschamps depuis à peu près 3 ou 4 ans, je peux vous assurer que ce n'est pas un compliment. Quand je vois le rendu dans ses premiers matchs de prépa, je me demande comment c'est possible de s'être privé de gars comme Sylvain Francisco ou Nadir Rifi. Du coup, je voulais vous demander si vous pensez que le seul moyen pour cette équipe d'aller loin sera de limiter les équipes adverses à moins de 70 points, et qu'est-ce qui explique pour vous ce manque de créateurs dans la formation française et cette omniprésence des défenseurs? C'est une longue question, hein, ça. Je pense qu'on peut faire un podcast de 2 heures là-dessus. Sur la défense, déjà, alors, je ne sais pas s'il faudra les maintenir en dessous des 70 points, mais de toute façon, ça a toujours été la seule façon pour l'équipe de France de faire des résultats. Euh, c'est dans notre ADN parce que c'est aussi effectivement les éléments quand même dans notre formation. Quand on recrute, quand tu vois les sélections faites sur les joueurs, elles sont beaucoup faites, alors comme à d'autres endroits, mais sur les aptitudes physiques. Donc, voilà, notre succès il passe par une défense forte. Pour ce qui est des joueurs extérieurs, c'est une bonne question. D'ailleurs, on en parlera, vous verrez, dans le prochain MOOC qui sortira à la rentrée. Ça sera un des thèmes qui seront abordés. C'est une bonne question. Je me demande si elle n'est pas un peu liée, honnêtement. Quand tu vois finalement certains joueurs, même qui sont en équipe de France, qui ne sont pas passés par l'INSEP ou par les. Ouais. Voilà, je pense à un joueur comme Nando De Colo, un joueur comme Nicolas Batum, des joueurs comme. On avait parlé, oui, Thomas Hurtel. Mortel. Il y a pas mal de joueurs comme ça, finalement, qui n'ont pas été retenus parce que. Manifestement, ils ne correspondaient pas au prisme par lesquels on recrutait des joueurs destinés au très très haut niveau.
même Fabien Causeur, tu vois, un joueur comme Fabien Mm. Causeur, qui fait une carrière extraordinaire avec le Real Madrid au plus haut niveau européen, c'est des joueurs qui n'ont pas été pris. Pourtant, c'est des joueurs qui ont du ballon. Et en fait, quand tu vois même à des niveaux amateurs, c'est ça, moi, qui m'attriste encore plus. Et Julien De Schutner, notre collègue, vous en dirait encore plus. C'est de voir comment, dans des clubs amateurs, finalement, sur des catégories U13, U15, bah, on va quand même d'abord regarder les qualités athlétiques, la taille, etc. Et laisser de côté, finalement, le mec qui a pas la taille, mais qui a le sens du jeu, qui a du ballon, qui a ce petit côté en plus. Euh, voilà, c'est clair que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément recherché avant tout, finalement, dans nos filières de détection des joueurs. Après, pour le cas de l'équipe de France, moi, je pense que le meilleur créateur naturel, c'est Nando De Colo, même si là, il arrive en bout de course. Donc ça, Mm. je comprends cette critique. Je pense que Evan Fournier a toujours la capacité à se créer son tir, à voir maintenant si ça sera accompagné de réussite. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand même, on en avait parlé, Shai, mais j'ai été vraiment séduit par ce que Mathieu Strazel a pu apporter Mhm. dans ce début de préparation. Par contre, voilà, ça reste un jeune joueur. Est-ce qu'il aura la maturité pour pouvoir mettre tout ça bout à bout et être débloquer les situations quand ça sera nécessaire? Est-ce qu'il sera sur le terrain pour le faire? Mm. C'est compliqué. Mais honnêtement, pour Nadir Ifi, moi j'aime beaucoup ses qualités. On en parlait là aussi avec toi, Chad, dans le CQFR, Mm. ce qu'il a montré en Summer League, c'est plein de culot, etc. Mais c'est dur d'évaluer, je trouve, pour une compétition de ce type, c'est dur de savoir si il aurait pu être utilisé ou s'il aurait pu permettre de débloquer des situations, sachant que tu vois, un joueur comme Nadir, je le vois, il sait se créer son tir, mais je le vois pas forcément comme un créateur pour les autres à ce Mm. stade de sa carrière. Je sais pas ce que t'en penses, Shai. Donc c'est des qualités qui sont importantes, qui sont nécessaires, mais effectivement, on n'a pas ce grand créateur sur les lignes arrière en plein dans son prime, comme on a pu parfois l'avoir quand Nando était MVP d'Euroleague et le meilleur joueur d'Europe, par exemple, quand Tony Parker était au sommet de son art, même si lui aussi, il créait beaucoup par son sens du scoring. C'est vrai que tu vois, on peut pas dire qu'on ait forcément que ça fasse partie de l'ADN des équipes de France Mais d'avoir ce c'est type de ça. profil. Je pense que tout est lié en fait, ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, et du coup, ça répond aux deux questions d'Azine, c'est que dans la formation, alors tu la connais mieux que moi, moi je suis pas dans les arcanes du basket français, d'aider les jeunes équipes et tout ça, mais c'est clair que les profils athlétiques sont favorisés. Je dis pas qu'un joueur athlétique ne peut pas aussi être un bon créateur, hein, je dis pas ça, mais clairement, dans le processus de sélection, on favorise pas forcément dans un premier temps tout ce qui est QI basket, création et tout ça. Et bah, ça se retranscrit après. Ça dépend. Faut voir comment on demande aux jeunes joueurs de jouer en tant qu'équipe après. Et même s'il y a des bons résultats chez les jeunes, après, bah, ça se retranscrit aussi chez les A. Ça va jusque-là où les profils privilégiés, c'est les forts défenseurs, forts athlètes. Moi, je le vois comme ça. Après, si, et je refais souvent le parallèle avec le foot aussi parce qu'il y a les mêmes biais au niveau de la formation où il y a plein de joueurs qui passent à travers les mailles du filet parce que physiquement, ils sont pas assez tôt au niveau qui est escompté, alors qu'ils ont plein d'autres qualités qui sont plus de l'ordre technique ou intellectuel. Mais ouais, oui, j'aurais bien aimé voir. Moi, à la base, c'était Sylvain Francisco, que son absence m'avait déçu, surtout que je l'avais trouvé bon et tranchant Comme sur la toi. compétition qu'il avait faite. Au C'est un moins dans joueur le que j'aime groupe bien. élargi, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Après, Mm. il y a certainement d'autres trucs parce que la façon dont Collet avait répondu à la question, c'était. Il a dit, oh, c'est surtout une question de gabarit, on veut de la défense et de la taille, et puis il prend Mathieu Strazel et Andro Albici. Donc bon, c'est pas que une question de gabarit, il y avait sans doute d'autres choses. Et Nadir Rifi, ouais, je commence à me dire que j'aurais bien aimé le voir en fait. C'est ce qu'il apporte, le côté un peu imprévisible au scoring et à la création, j'aurais bien aimé voir ça. Après, la réponse, on l'aura après les JO. Je veux dire, s'ils arrivent à aller au bout avec cette stratégie de limiter les adversaires défensivement, bah, c'est que Vincent Collet et le staff auront eu raison finalement. Donc, je pense il sera bien temps de faire l'analyse ou l'autopsie si ça se passe pas bien, une fois qu'on saura ce que les Bleus ont fait aux Jeux Olympiques. Ouais, mais juste pour finir sur la formation, parce que ça fait maintenant 15-20 ans, nous, qu'on en parle Mm. dans Rivers ou sur Basket Session, c'est vrai qu'on s'enorgueillit à juste titre d'avoir très fréquemment des bons résultats en équipe de jeunes, en fait, dans les compétitions Ouais. internationales l'été, mais ces résultats à court terme, à chaque fois,
ils sont basés sur une domination athlétique, notamment au niveau européen chez les garçons, qui est manifeste en fait, la plupart du temps. Et dans le même temps, tu regardes jouer des équipes d'autres pays, tu regardes jouer l'Espagne, tu regardes jouer la Grèce au moment où ils étaient, voilà, ils avaient une super génération qui était en train d'arriver, tu regardes jouer la Lituanie ou la Serbie. Qui n'a pas ce potentiel athlétique de domination défensive à court terme. Par contre, ouais, tu vois des fois même sur des équipes jeunes, ça fonctionne. Tu vois le niveau de QI basket, quand même la richesse du jeu proposé. C'est une vraie question, je pense. Moi, j'ai quand même le sentiment que on s'enorgueillit de ces résultats et on a raison de le faire, mais que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt et que finalement, quand tu arrives en senior, quand tu arrives au niveau très très haut niveau, ben, bien sûr, les qualités athlétiques continuent d'être importantes, mais il y a tout un tas de choses qui commencent à se gommer un petit peu et de s'équilibrer. Et c'est là, j'ai l'impression que nous, on pêche un petit peu. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est une vaste question. Là aussi, ça peut s'aborder dans un long podcast sur une thématique plus large qu'on fera peut-être un jour. Voilà. Absolument. Je te propose qu'on termine avec un petit jeu, parce que notre ami Tom qui nous propose des jeux à chaque fois, Plaisir. c'est bien foulé. On va le faire en 2 parties. On va faire une première partie aujourd'hui parce qu'on a déjà pas mal blablaté aujourd'hui. Tu vas voir de quoi il s'agit. On va faire une première partie là et on fera une deuxième partie peut-être la semaine prochaine. Tom nous dit: je vous propose cette semaine un duel sous forme de play-off entre les pires équipes de tous les temps. Appuyé par Basketball Référence, StatMuse et Land of Basket, je suis allé chercher le pire bilan par franchise et j'ai donc gardé 8 équipes par conférence et les ai classées du pire au meilleur bilan, toujours parmi les pires bilans évidemment. Le principe est le même que les playoffs. La dernière fois, je vous ai mis pour chaque équipe le bilan, l'année, le coach, le net rating et le 5 ayant le plus de minutes en cumulé sur le terrain, ainsi que leurs stats cette saison précise sous cette forme: points, rebonds, passes. Je précise aussi que pour certaines équipes, à quelques défaites près, afin d'identifier plus facilement les joueurs, j'ai privilégié le pire bilan récent plutôt que les années 60-70. Donc voilà, c'est des affiches de playoff. En gros, à chaque fois, on dit, on va dire quelle équipe est la pire entre les deux et laquelle passe le tour en fait. Donc le but, c'est de déterminer quelle est la pire équipe, voilà, c'est bien ça. Je pense. Si j'ai bien compris, Tom, tu nous diras si... je pense que là, c'est pour vraiment déterminer la pire équipe. Et donc, on va faire la conférence Est cette semaine. Comme ça, ce sera déjà pas mal. Donc, au premier tour, il nous propose un affrontement 8e premier entre du coup la moins mauvaise des équipes qu'il a sélectionnées à l'Est et la pire. La moins mauvaise, 8e, ce serait donc... Enfin non, c'est la pire. Tant que je ne dise pas de bêtises, oui, ce serait la pire. Les Sixers de 2015-2007, coaché par Brett Brown, 10 victoires, 72 défaites. Deuxième pire bilan après le 9-73 réalisé en 1973. 72 défaites, mais par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, mais moi, c'est le 5 prime sans fin. Jamais je me relève d'un truc comme ça, quoi. Alors, regarde-nous le 5. Alors, à la main, Ish Smith. Arrière, Nick Stauskas. Ailier, Robert Covington. Power forward, Nerlens Noel. Pivot, Jalil Okafor. Net rating, moins 10.4. Je donne pas les stats individuelles de chaque joueur parce que les stats ne font pas tout. Mais donc voilà cette équipe-là. Ish Smith, Stauskas, Covington, Noel, Okafor. À un moment, cette équipe, il y avait du prospect parce que Okafor, c'est un numéro 3 de draft. Noel, c'est que des mecs qui ont été draftés c'est loterie. Stauskas, on se rappelle avec les Kings. Bon, Ish Smith, c'est le recordman du monde de nombre de franchises différentes faites. Donc c'est bon, c'est pas si catastrophique. Et on a ensuite en premier, du coup, c'est la moins mauvaise des équipes qu'il a choisies. On a les Celtics de 97-98, 15 victoires, 67 défaites, c'est quand même sympathique. Coaché par ML Carr. Et là, le 5, est pas mal. Ils étaient en mode tanking aussi, ils voulaient choper Tim Duncan. Exactement. Ouais. Point guard, David Wesley, que j'aimais bien. Ah, ou c'était juste après? Attends, pardon. 97-98? 97-98, c'était après. Ouais. Alors, c'est l'année d'après, ouais. Point guard, David Wesley. Shooting guard, Todd Day. Small forward, Rick Fox. Power forward, Antoine Walker. Alors, quelle version d'Antoine Walker? C'est pas dans quelle forme physique il était. Et pivot, Brett Szabo. SZABO. J'avais oublié son existence, tu vois. Et net rating, moins 2 points. Les Sixers, en fait. Franchement... Après, est-ce que cette équipe des Sixers, ils ont un joueur qui a été bon à un moment comme ont été Antoine Walker et Rick Fox? Je sais pas. Non, franchement, les Sixers, c'est chaud quand même. Net rating ensemble, en tout cas, tu les mets ensemble, ça a vraiment été désastreux. Moins 10.4. Ouais, je pense aussi. Ouais. Deuxième opposition, les Hawks de 2004-2005 avec ce brave Mike Woodson en coach. Les noms font plaisir quand même. 2004-2005, donc 13 victoires, 69 défaites. Point guard, Tyronn Lue. Shooting guard, Josh Childress.
Small forward, Tom Gugliotta. Power forward, Non. Josh Smith, donc il devait être rookie, hein, Josh Smith, à ce Attends, moment-là. Gugliotta a joué avec Josh Smith? C'est Gugliotta incroyable. Je avec Josh pensais qu'il Smith. était déjà à la retraite depuis longtemps, Ah ouais, il Gugliotta. devait pas être loin, ouais. Ouais. Et pivot, Jason Collier. Nate Ok. rating moins 10,5 aussi, c'est quand même du lourd. C'est équipe qui a vraiment très très peu performé. Contre les Bulls de 2000-2001, coaché par Tim Floyd, 15 victoires, 67 défaites. Meneur Bryce Drew, arrière Ron Mercer, small forward Ron Artest, power forward Elton Brandt, pivot Brad Miller. Ouais, c'est largement plus fort là. Les C'est Bulls, c'est largement plus fort, largement plus d'accord. fort. On est d'accord. Donc les Bulls passent Il n'y a haut pas la main. photo. Autre opposition entre les Pistons de 2023-2024, ceux de cette année, coachés par Monty Ok. Williams, 14 victoires, 68 défaites, le record de défaites d'affilée, avec à la main Kate Cunningham, poste 2 Jaden Ivey, ailier Ozar Thompson, poste 4 Isaiah Stewart et pivot Jalen Duren. Ce qui est marrant, c'est quand tu le dis comme ça, tu Ouais. dis c'est pas possible que cette équipe soit si mauvaise en fait. Ah Parce ouais, qu'en fait, ils 14 ont jamais eu victoires. en même temps déjà quoi. C'est vrai, faut prendre. Mm. Après là, il a pris les joueurs qui avaient le plus de matchs, je crois quand même, hein, Ok. mais voilà. Et donc contre ceux qu'il a classés troisième, donc c'est intéressant parce que c'est aussi une équipe de 2023-2024, les Washington Wizards, 15 victoires, 67 défaites cette année, coachés partiellement par Wes Unseld Jr. À la main, Tyus Jones, mon gars Tyus Jones qui est là. Arrière, Jordan Poole, ailier Bilal Koulibaly, poste 4, Deni Avdia, pivot Daniel Gafford, qui a quand même eu le temps de jouer pas mal de matchs. Nate rating, moins 9 quand même. J'ai quand même Ouais. plus envie de voir jouer cette équipe de Détroit que cette équipe des Wizards, hein, C'est quand tu clair. le dis comme ça. C'est clair. C'est surtout que les joueurs sont toujours là en plus. Ils sont Ouais. tous toujours là. Alors que là, à Washington, Tyus Jones n'est plus là. Bilal est toujours là. Deni Avdia et Gafford sont plus là. Donc c'est une équipe qui a eu une très faible existence. S'ils ont quand même fini devant, allez, je vais quand même mettre les Wizards, moi, mais bon. Tu Après, mets les Wizards moins nuls ouais, que les Pistons. ouais. Cette version des Pistons, en tout cas, elle marchait pas du tout, quoi. Elle marchait pas, mais c'est vrai que quand tu dis, ouais, non, bon, après, faut prendre le coach en considération aussi, mais quand même, tu me dis, il n'y a pas de raison que ça soit si mauvais, quoi, quand tu me donnes ce 5-là. Ouais. Mais bon. Mais après, bon, là, c'est les faits. Les faits ont parlé, hein. Détroit était Ouais, moins c'est bon, mais ça. C'est la même année en franchement, je plus. pense qu'il y a quand même plus de potentiel de complémentarité dans Ouais. le 5 de Détroit. Dernière affiche. Ouais. Entre le Miami Heat de 88-89 coaché par Ron Rothstein, point guard Rory Sparrow, shooting guard Kevin Edwards, small forward Billy Thompson, power forward Grant Long et au poste de pivot la légende Ronnie Cycli. Tu sais que les 3 premiers, je suis incapable de dire à quoi ils ressemblent, hein. Non plus, je les reconnaîtrais pas dans la rue. Ouais, Par contre Ronnie Cycli, évidemment. légende. Les Légende. boîtes de nuit comme des terrains de basket. Ouais. 15 victoires, 67 défaites cette année-là en 88-89. Opposé donc aux Bucks qui ont le même bilan, 15 victoires, 67 défaites en 2013-2014, coaché par Larry Drew, avec Brandon Knight à la main, Nate Walters au poste 2, Chris Middleton qui était déjà là à l'aile, Ersan Ilyasova au poste 4 et Zaza Pachulia au pivot. Net rating moins 8.8 alors que le Heat était à moins 11.2 et je crois que c'est le pire net rating de toutes les équipes qu'on a citées là. Ouais, bah le 8, c'était le pire. Mais ouais, je pense que c'est pire quand même. Oui, je pense que le 8 est quand même. J'avais pas conscience qu'il y avait une équipe aussi faible à Miami en 88-89 quand même. Mais c'est quoi? C'est la deuxième saison? De quand date la franchise du 8 là? La franchise était toute jeune là, C'est quasiment. je pense. C'est presque la première saison, non? C'est ça, Attends. hein. C'est ce que je suis en train de me Est-ce demander. qu'ils avaient déjà fait la draft d'expansion? Je suis en train de regarder pour l'information. C'est ça, 88, c'est la première Ouais, saison voilà. du Miami. Donc c'est pour ça, ouais. Faut pondérer un peu alors du coup. Tout était à construire, ouais. Ouais. Donc voilà. Alors peut-être pour aller plus vite, pour pas refaire équipe par équipe, est-ce que pour toi, quelle est la pire de ces équipes-là qu'on fera sortir de l'Est avant d'analyser l'Ouest la prochaine fois? Est-ce qu'il y a une équipe Ah, je pense que le 8 est pas loin d'être la pire équipe, hein, quand même, sur le papier, là. En termes de talent, quand même. Ouais. Je Ah, sais pas. Ouais, non, qu'est-ce que t'en penses? Qu'attends, sinon, on avait les Pistons de ouais. cette année. Il y a On avait. Les Sixers avec leurs 10 victoires, avec Stauskas et compagnie là. Ouais. Et Eux, on en fait, c'est avait. l'espèce d'atmosphère de la loose qui a été au-dessus de l'équipe, parce que certes, c'était volontaire, mais il y avait quand même une ambiance de loose assez incroyable. Ouais. Je pense que Euh, cette équipe du 8 est la plus faible, quand même. ouais, Celle que c'est t'as la plus donnée là. faible sur le papier, je pense. Je suis assez d'accord. Et après, quand même, ça se joue avec Philadelphie, mais on va peut-être faire sortir le hit parce qu'il y a vraiment des joueurs. Enfin, même voilà, le meilleur joueur de l'équipe, c'est Ronnie Cycli, quoi.
C'est ce que j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors que tu vois, tu regardes les autres équipes, il y a des mecs qui ont été All-Star ou qui Ouais, ont potentiel d'être All-Star peut-être, sauf ouais. Sixers, il n'y a pas de All-Star dans cette équipe. Mais tu Non. vois, Chris Middleton, c'est quand même un joueur élite aujourd'hui. Mm. Elton Brandt, il a été All-Star. Il y a... Non, les Bulls, ils étaient pas dans... Si, les Bulls, y étaient ou pas? Je me rappelle plus Ouais, dans ouais, il y les, avait, les équipes s'il y qu'on a avait les, gardées, ouais. oui, Ouais, je sais plus si on les avait fait sortir devant Atlanta, mais je crois qu'Atlanta, on avait dit que c'était pire, peut-être. ouais, oui, oui. Ouais. Ouais, non, cette équipe du 8 me semble est effectivement la moins talentueuse en tout cas. Celle des Bulls, elle est stylée quand même, parce que alors, du coup, Mais oui, 2000-2001, c'est l'année où Jordan il contre Ron Mercer en bloquant contre la planche là. Donc, ce que je revois Ron Mercer, mais les Mercer, Artest, Elton Brand et même Brad Miller, c'est quand même sympa. Mais, bah mais ouais, ouais, allez, attends, t'as 3 All-Stars. ouais, c'est ça. Donc, on va dire, allez, on va garder Miami, qu'on opposera à une équipe de l'Ouest, peut-être la semaine prochaine. On fera le même exercice. Stay Merci tuned. encore, merci encore C'est Tom clair. pour ce petit jeu. Parce qu'il s'est bien embêté à aller chercher les stats et les effectifs quand même. Donc, merci à toi, Tom, et on continuera ça la semaine prochaine. Merci à tous. Bah, merci Shai encore une fois d'avoir débriefé toutes ces questions. On vous souhaite de passer un super week-end. Comme je vous le disais, demain dimanche, il y a le Hoop Culture avec Pierre Armand. Si vous avez raté l'interview de Yassine Awadi, elle est toujours disponible, l'interview que tu as fait, Shai. Il y avait notre podcast de lundi dernier aussi, si vous voulez savoir un petit peu la draft qu'on avait faite avec Shai sur... Sur ce qu'on attendait le plus de la saison, voilà, les questions qu'on s'est posées, ce qu'on attendait le plus de la saison prochaine. Exactement, tout ça c'est toujours disponible sur nos plateformes et voilà, toutes les actus sur Basket Session. Bref, passez un super week-end et on vous dit à lundi. Ciao à tous. Ciao, à lundi.